IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons parler de thérapie ce soir et de thérapie intuitive avec Guy Mauchamp. Guy Mauchamp, bonsoir. Bonsoir. Après des études à l'École nationale des beaux-arts de Dijon, vous vous êtes formé en vidéo et en cinéma pour devenir cadreur, monteur et réalisateur indépendant pour les chaînes de TV. Parallèlement, vous avez suivi plusieurs formations professionnelles en développement personnel et en thérapie. PNI, psychogénéalogie avec Alexandre Jodorowsky, thérapie provocatrice par le rire avec Franck Farelli, et ces acquisitions vous ont permis de pratiquer comme thérapeute et d'animer des stages de développement personnel. Depuis combien de temps, Guy Mauchamp, vous êtes thérapeute? Depuis 92, oui c'est ça, à peu près 92-93. J'ai un peu du mal avec les dates, avec la temporalité. Voilà, et bon, donc ça fait quand même pas mal d'années. Ça va faire 30 ans, oui, c'est quand même pas mal. Oui. Alors, vous avez rencontré aussi des maîtres, on peut dire des gens qui vous ont ouvert le chemin après avoir lu des livres quand vous étiez adolescent. Vous avez lu des livres de Francis Lucile. Je ne connais pas Francis Lucile. Oui, Francis Lucile est français. C'est un disciple de Jean Klein, qui lui est un peu plus connu. Il a d'autres amis qui étaient en même temps que lui avec Jean Klein, qui se sont fait connaître un peu, comme Éric Barret par exemple. Francis Lucile, pendant une période, venait en France, puisqu'il habite aux États-Unis, donnait des stages, des sessions, des week-ends, des conférences, et je l'ai suivi très régulièrement pendant 4 ans. Il pratiquait quoi? Enfin, qu'est-ce que c'était son enseignement? La non-dualité du Cachemire que Jean Klein transmettait. Et Éric Barret, par exemple, lui transmet plutôt le yoga du Cachemire qu'il a pratiqué aussi avec Jean Klein. D'accord. Marianne Dubois aussi. Marianne Dubois, elle habite dans la région parisienne. C'est quelqu'un qui, au décès de son mari, a vécu spontanément une sorte d'éveil, de révélation, je dirais, de l'unité de toute chose. Elle a une écriture très poétique, elle a écrit plusieurs livres et elle donne des conférences régulièrement sur Paris avec des méditations. Et j'ai eu l'occasion de me rendre chez elle plusieurs fois pour parler avec elle, échanger avec elle. Jean-Marc Mantel. Si on refait toute la liste, là, il va y avoir... Il n'y en a pas tant que ça, Ah oui. Bon, alors Jean-Marc Mantel était également un élève de Jean Klein en même temps que Francis Lucile. Il est plutôt psychiatre, enfin maintenant à la retraite, et il a organisé des week-ends, des sessions autour de la spiritualité non duelle. Il a organisé aussi une rencontre avec beaucoup de personnes dans la non-dualité, dans la spiritualité, dans le Midi. Voilà, je l'ai suivi aussi pendant quelques temps. C'est une personne très douce, très à l'écoute. Il reste Douglas Harding, c'est un Américain. Non, anglais. Anglais. Oui. Douglas Harding était architecte. Il a suivi des enseignements spirituels, notamment en Inde. Et un jour, en se promenant vers les sommets de l'Himalaya, il y a un éveil qui s'est spontanément déclenché en lui et qui ne l'a jamais quitté. Et son souci pendant toute sa vie a été d'essayer de trouver des exercices très concrets, très simples, pour que les gens puissent expérimenter ce que c'est que l'éveil. C'est-à-dire, surtout, lui, s'est beaucoup basé sur la vision, sur comment voir sans qu'il y ait une tête au-dessus de son corps. C'est-à-dire comment voir d'une façon directe, ouverte, voir l'unité, par exemple. Et pour ça, donc, il avait des exercices vraiment magnifiques, très simples, très efficaces, que l'on faisait comme des jeux d'enfants. Et petit point que je tiens à souligner aussi, c'est que tous les stages qu'il a organisés, tous les week-ends, toutes les conférences, pour tout cela, il n'a jamais demandé un seul centime de sa vie. Thierry Vissac. Je ris parce qu'il y en a quand même toute une liste. Non, mais on arrive à la fin, là. Ah, d'accord.
Alors Thierry Vissac, je l'ai fait venir à Dijon puisque j'habite à Dijon, ainsi que Douglas Harding et en fait pratiquement toutes ces personnes, je les ai fait venir à Dijon, pas Marianne Dubois. Thierry Vissac est venu à Dijon pour des conférences. Je suis allé chez lui aussi en stage. Lui, le point d'achoppement qu'il le présente, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque l'on prend conscience que toute recherche spirituelle est vaine. Que la recherche spirituelle, en fait, ne fait qu'amener devant un mur où tout se met à se bloquer. Et quand on lâche la recherche, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment le point d'achoppement que présente Thierry Vissac. Alors, vous avez réussi à lâcher la recherche et vous avez réussi? Oui, je dois dire que toutes ces personnes que je viens de citer, ça faisait partie de la période où j'ai intensément recherché et rencontré donc beaucoup de gens et je pratiquais avec beaucoup d'intensité et d'assiduité tout ce que ces personnes-là proposaient. Et petit à petit, je me suis rendu compte en fait que ce qui est le plus important pour moi dans la vie, c'est pas forcément d'être éveillé en mettant des guillemets autour, parce qu'il faut encore savoir ce que ça signifie d'être éveillé. Le plus important, en fait, je me suis rendu compte, c'est de vivre le bonheur, d'être dans le bonheur, que le bonheur soit là, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est vraiment pour moi le point qui est par-dessus tout. Donc tout ça, c'était avant que vous rencontriez Alexandre Jodorowsky? Non, c'était après. Pardon, Alexandre Jodorowsky, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées en venant habiter à Paris. Dans les années 90, quand il donnait ses cours à Jussieu? Voilà, tout à fait, tout à fait. Les conférences à Jussieu, il tirait les tarots dans différents cafés dans Paris. Le tarot de Marseille pour répondre à des questions, il faisait ça gratuitement. Et j'ai eu vraiment la très grande chance que quelqu'un vienne vers moi et me demande si je voulais participer aux formations qu'il donnait chez lui, dans sa maison à Vincennes. Oui. Et pendant 3 ans, j'ai pu aller très souvent, je dirais pratiquement 3 fois par semaine, toutes les semaines, je veux dire sur 3 ans, pour faire des ateliers sur l'apprentissage du tarot de Marseille, le travail sur l'ego, la conscience, le travail sur la créativité, la spiritualité, la lecture de la Bible, la psychogénéalogie. Il avait tout un ensemble, tout un éventail d'ateliers qu'il proposait chez lui. Oui, il n'est plus à Vincennes maintenant et il est pratiquement impossible de le rencontrer. Vous avez encore des nouvelles de lui? Il est dans le 12e maintenant. Oui, il est dans le 12e. Oui, je sais où il habite aussi. Et il est beaucoup moins dans la vie publique comme il l'était auparavant, où il donnait beaucoup de conférences. Il se produisait tous les mercredis dans des facultés, des théâtres, des dojos. Voilà, c'était quelqu'un qui était accessible dans les années 90. Oui, la dernière fois que je l'ai appelé, il m'a fait un sale coup. C'est que je l'appelle pour faire une émission, il me dit qu'il est à l'article de la mort. Alors moi, je compatis et tout. Après, je tombe sur une de ses premières femmes qui faisait du tarot. Et je lui dis, il va pas bien. Jodo me dit, si, il va très bien. En vérité, il m'a joué ce sale tour pour pas me dire... Enfin, il s'est foutu de moi, quoi. Bon, on revient à notre histoire. Oui. Tous ces gens, que ce soit Francis Lucille, Marianne Dubois, Jean-Marc Mantel, Douglas Harding, Thierry Vissac, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils étaient tous un peu dans l'hindouisme, on peut dire. Marianne Dubois, non, pas du tout. Elle est plutôt croyante, assez fervente, catholique. Et les contacts, les connexions qu'elle a pu avoir, c'était plutôt je dirais, avec le cœur, la lumière et de Jésus. Elle en parle très ouvertement. Et Douglas Harding, lui, il était hors confession. C'était vraiment son chemin à lui qu'il proposait. C'était très personnel. Oui, et après, vous avez rencontré Franck Farelli qui, lui, vous a appris le yoga du rire. Parce que comme vous vouliez être heureux, la meilleure façon d'être heureux, c'est peut-être de rire. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, ça fait partie des recherches que je menais parallèlement. C'était comment dénouer les tensions qui sont au fond de soi-même et dont on n'est pas forcément conscient. Franck Farelli est quelqu'un qui n'était pas du tout dans la spiritualité, mais le travail qu'il proposait, ça rejoignait vraiment.
le yoga du rire, bon, en fait, c'est tout à fait autre chose parce que lui était psychiatre. Il a travaillé dans des institutions aux États-Unis. Il a développé sa propre façon de faire qui était vraiment très, très personnelle, qui était de répondre à la provocation de la personne en augmentant ce que la personne était en train de lui présenter ou alors en se retirant complètement. Et ça, la plupart du temps, avec le talent qui le caractérisait, ça amenait instantanément à des éclats de rire. Mais je crois que j'ai jamais autant ri de ma vie que pendant les stages et les formations que j'ai fait avec Franck Farelli. J'en avais mal au ventre tellement mes abdominaux n'étaient pas suffisamment entraînés. J'en profite pour dire que vous êtes aussi écrivain, que vous avez écrit Le Rire Blanc, ou les 3 initiations au rire de Myogo-san. Le rire blanc, c'est un rire bien spécial. Oui, alors ça c'est venu justement d'une discussion que j'ai eue avec Alexandre Jodorowsky, où je suis allé le voir et je lui ai posé des questions sur le rire, à propos du rire. Et c'était une période où je me penchais beaucoup là-dessus. C'était en même temps que je travaillais aussi avec Franck Farelli. Et j'avais ressenti en moi que quand on arrive à rire de soi, mais pas forcément d'une blague, vous voyez, ou d'un gag qu'on voit faire par un clown, mais quand on rit vraiment de son propre comportement à soi, à ce moment-là, il se passe quelque chose au niveau énergétique. Il y a quelque chose qui se recentre, qui se rééquilibre, qui se remet d'aplomb. Et tout de suite après, quand le rire est passé, on sent qu'il y a d'autres possibilités qui s'offrent à soi, parce qu'il y a quelque chose qui s'est dénoué au fond de soi. Alors j'ai parlé de tout ça avec Alexandre Jodorowsky, et de là est née l'idée d'écrire une histoire, une forme de conte, je dirais, ou de nouvelle, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui part à la recherche d'un sage qui a un rire extraordinaire et qui veut apprendre ce fameux rire blanc qui est donc un rire qui n'est pas le rire jaune où on défait des tensions parce que on n'est pas très à l'aise, qui n'est pas l'humour noir non plus, qui n'est pas, vous voyez, tous ces rires de protection, de défense, ce rire qui est vraiment relié à la joie profonde de l'être. Oui, le yoga du rire, c'était déjà un peu difficile d'arriver à faire rire les gens, parce qu'on leur faisait déjà ouvrir la bouche. Tout venait de la bouche, tout venait de l'ouverture des mâchoires. Donc ce petit livre, Le Rire Blanc, est assez intéressant. Dans les petits livres, vous avez écrit aussi Le Fils du Roi Absent. Ça, c'est venu lorsque j'écoutais les ateliers de Francis Lucille. Il était en train de parler de ce que l'absence peut provoquer chez une personne, et notamment le fait que, par exemple, quand on va se rendre dans un palais pour rencontrer le roi, si, par exemple, on se retrouve devant un trône vide, alors qu'on ne rencontre pas le roi et c'était son attente, mais qu'est-ce qui se passe en soi? Et en fait, ça déclenche plein de choses, ce genre de situation. Et au moment où il m'a raconté ça, il y a toute l'histoire mais s'est déroulée en moi devant mes yeux médusés, toute cette histoire du fils du roi absent jusqu'à la moitié. Et donc la deuxième partie est venue spontanément 2 jours après. Elle s'est déroulée, devant mes yeux aussi, et je n'ai eu plus qu'à la noter. Et ce roi absent, il y avait un roi absent. Le roi absent, c'était quoi? Louis XIV, Louis XVI, c'était qui? C'est intéressant parce qu'il y a effectivement une référence par rapport à une citation de Louis XIV. Voilà, Louis XIV. Qui disait, Louis XIV, il disait « Je règne par l'étrange pouvoir de mon absence ». C'est-à-dire que le roi, en fait, c'est juste un personnage dans un château, dans un palais, mais dans tout son pays, personne ne le voit jamais. Personne ne le rencontre, et pourtant il est très très présent. Et en fait, cette nouvelle, elle parle un peu de ça, c'est de la présence en soi, de notre propre royauté, de notre souveraineté. Et cette nouvelle, elle raconte ça, c'est comment ce jeune homme, persuadé qu'il est le fils d'un roi, lorsque le roi accepte d'ouvrir les portes de son château pour qu'il rentre et se rende dans la salle du trône, ce jeune homme se trouve devant un trône vide. Et le roi, il se demandait, mais s'il est vraiment fils de roi,
il va agir comme un roi. Il va pas avoir peur, il va pas se débiner, il va pas se défausser, il va trouver la réponse lui-même. Et c'est ce que raconte cette nouvelle. Très belle nouvelle. Il y a un troisième livre aussi que vous avez publié. C'est le petit lexique à l'usage du chercheur spirituel. Bon, c'est le titre que je lui ai donné. Je suis sûr que l'éditeur que je vais trouver, j'espère prochainement, il va en trouver un autre titre plus concis et peut-être plus parlant. Parce qu'il n'est pas encore édité, le troisième. Voilà, je suis à la recherche d'un éditeur. Alors, vous êtes aussi musicien, donc les pauses musicales, ça sera votre chanson. Oui, j'ai j'ai une liste de chansons que j'ai enregistrées parce que la musique, c'est quelque chose de très important pour moi. Quand j'avais 5-6 ans, mes parents étaient pas là, je mettais un disque, un 33 tours de musique classique, et je me mettais devant la glace et je faisais le chef d'orchestre. Et je me voyais vraiment devant l'orchestre en train de diriger cette musique classique qui défilait, qui m'enchantait vraiment. Donc ensuite, j'ai appris la guitare et je me suis rendu compte que le plaisir que j'ai le plus avec la musique, c'est de composer. Donc j'ai composé des chansons pour lesquelles j'ai fait les musiques, les paroles, et je les enregistre dans mon studio d'enregistrement. Je me suis installé un petit studio, on va dire, semi-professionnel. Voilà, donc j'ai quelques chansons qui peuvent être écoutées. Nous sommes en 2008, vous regardez 3 Télévision, bonsoir. C'est la valse dramatique. Le Nasdaq a grimpé à 4807 mètres. Météo, il fera moins 10% à 18 points. Suzanne et Albert ont épargné 12 baisers. C'est la valse pathétique. Le CAC 40 a perdu 3 kilos en 6-2, 6-4. L'armée fait une OPA sur les parts de camembert. Les Alexandrins font 13 pieds plus 3%. Camembert électrique. Finale du tiercé, 35 morts, 140 blessés. La gamme chromatique a encore tué 20 bébés. La baguette de pain augmente de 3 cm. C'est la valse automatique. C'est la valse camembert, celle qui met tout à l'envers et sa valse de travers. C'est la vie de Janine et Norbert, toute vie, douce et amère. En pleine crise économique, le chef de l'État va tenter de rassurer les pays africains sur l'aide qui leur a été promise. Le Nikkei gagne 28 millibars pour 62 kilos. Météo, le cyclone des Açores chute de 0%. Janine et Norbert font confiance à la Société Générale. C'est la valse dramatique. Deuxième partie, c'est Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM avec Guy Mouchant. Je vous avais dit en début d'émission qu'on allait parler des thérapies intuitives. À quel moment, Guy Mouchant, vous avez rencontré la thérapie intuitive? Je pense que c'est une femme qui a créé cette thérapie. Oui, tout à fait. C'est Cécile Calichon, Oui. qui est une thérapeute qui a créé l'école de thérapie intuitive. Mais en fait, l'intuition s'est apparue quand j'ai commencé à pratiquer après les formations que j'ai suivies avec Alexandro Jodorowsky, notamment avec la psychogénéalogie. Je me suis rendu compte avec les patients qui venaient me voir que ça m'arrivait fréquemment de deviner des choses qui concernaient la vie de ces patients. Par exemple, je devinais qu'il y avait un frère qui était autoritaire et violent, et je voyais des scènes de violence entre cette personne et son frère, et je lui en parlais, je lui posais des questions dessus, il me disait « mais oui, effectivement, j'ai eu un frère violent », et ça m'interrogeait, je me disais « mais tiens, d'où ça vient, ces intuitions, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe avec ça ?» Et c'est quand j'ai rencontré Cécile Calichon là que des réponses me sont venues, enfin qu'elle m'a donné des ouvertures et des réponses. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse sa formation pour approfondir ce fonctionnement.
de l'intuition dans la thérapie. Donc vous l'avez rencontré pas par hasard, je veux dire, on rencontre jamais les gens par hasard. Quelque part vous la cherchiez, comment vous l'avez trouvée, cette thérapie intuitive? C'est tout à fait ça, je cherchais des solutions pour pouvoir approfondir le fonctionnement de l'intuition. Donc tout simplement, je me suis mis sur Internet parce que c'est vrai que c'est un outil vraiment fabuleux pour ça. Il suffit de taper intuition, thérapie, et puis voilà, on tombe très rapidement sur les sujets qui nous intéressent. Donc j'ai vu le site de Cécile Calichon, que j'ai vraiment trouvé très très bien fait. J'ai déjà commencé à lui demander de faire des séances de thérapie avec elle. Et j'ai vu que c'était très puissant, c'était très rapide, très direct. Et là, ça m'a vraiment conquis, quoi. Et en faisant les séances, donc c'était des séances pour moi, hein, elle m'a dit, mais en fait, vous feriez un bon thérapeute. J'ai dit, ah mais oui, pourquoi donc? Mais parce que je vois que vous avez des sursauts, vous avez des comment dire, dans votre corps, il y a des éléments, il y a des réactions qui disent que vous êtes en connexion avec votre intuition. Et je lui dis, ah oui, ça c'est vrai, ça c'est quelque chose que j'ai déjà constaté. Juste après ça, je me suis inscrit à pratiquement tous les stages de formation pour devenir maître praticien et même faire les autres formations en hypnose intuitive, par exemple. Elle est jeune, hein, cette femme, c'est une jeune femme, et quand on regarde sur l'annuaire des thérapeutes intuitifs, il y en a quand même déjà pas mal en France, pratiquement tous les départements sont pourvus. Elle vous a expliqué comment c'est venu à elle, cette méthode? Oui, tout à fait. Elle en parle dans une vidéo aussi. C'était lors d'une séance avec un de ses patients. Elle posait des questions, comme on fait d'habitude. Elle écoutait les réponses de son patient. Il y avait une voix en elle qui lui disait « Pose ta main sur lui et écoute ce qui se passe ». Et cette voix a répété ça pendant 5-10 minutes avec beaucoup d'insistance. Et au bout d'un moment, elle lui a proposé, elle lui dit, écoute, je te propose, si tu le veux bien, que je pose ma main sur toi et que je vois ce qui se passe en toi. Et effectivement, elle a reçu beaucoup d'informations qui venaient directement de l'inconscient de la personne. Et là, elle s'est dit, mais c'est vraiment intéressant, il faut que j'essaye avec d'autres patients. Et elle a continué, et elle s'est rendue compte qu'elle avait un afflux vraiment important d'informations qui venaient directement de l'inconscient de la personne. Et ça permettait d'aller mais vraiment beaucoup plus rapidement et plus profondément dans le travail de thérapie. Donc c'est une thérapie où on ne parle pas au départ, on laisse, un peu comme en kinésiologie, on laisse le corps parler? Différent de la kinésiologie, le point de départ, c'est que la personne va poser sa problématique, va dire de quoi il est question. Déjà là, on peut éclaircir des choses. Voilà, déjà il faut un objectif. Oui. Déjà, Pardon? quand la personne pose un objectif, c'est déjà qu'elle a presque la réponse. Parce que des fois, pour trouver l'objectif, c'est très long. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas forcément ce qu'elles cherchent, elles ont un mal-être. C'est la clé de tout. Tout à fait, c'est vraiment très juste. Et c'est vrai que ça arrive qu'il faut passer un temps pour clarifier l'objectif. Et quand je dis un temps, il y a pour certaines personnes, ça peut être même plusieurs séances d'affilée. Je me souviens d'une jeune femme qui se présente devant moi et je lui dis, bon alors quel est le problème? Et elle me dit, je voudrais arriver à être vraiment femme. Et je lui dis, mais attendez, là, qu'est-ce que vous me racontez là? Je suis assis devant une merveilleuse, jolie jeune femme. Mais moi, si j'avais votre âge, là, je vous demanderais tout de suite en mariage, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par être vraiment femme? Si vous vous sentez pas être femme, ça veut dire que vous vous dites que vous êtes autre chose. Alors, vous vous dites que vous êtes quoi? Et alors, elle me dit, en fait, je me vois plutôt petite fille. Ah, alors la vraie question, c'est qu'est-ce vous voudriez faire pour arrêter de faire la petite fille? Parce que être femme, vous l'êtes déjà. Mais vous faites quelque chose qui masque le fait d'être femme. Vous faites la petite fille. Elle me dit, ah oui, c'est plutôt ça alors vraiment la question. Donc voilà, déjà vous voyez, pour dire que dans la formulation de l'objectif, on peut de cette manière-là clarifier les choses. Alors après, si je reste sur cet exemple de cette jeune femme,
dans la thérapie intuitive, ce que je vais faire, c'est que à partir de cette question qui a été clarifiée, qu'est-ce qu'elle fait pour se voir comme une jeune fille, je vais essayer de capter dans son inconscient soit des images, soit des choses que j'entends, soit des choses que je ressens dans mon corps. Moi, j'ai la chance d'avoir ces 3 canaux qui sont assez ouverts. Donc je vois, j'entends, je ressens. Et je vais traduire ça à la personne. Je vais lui dire, c'est-à-dire que je vais faire comme un miroir. Je vais être comme un miroir, là, comme le titre de votre émission d'ailleurs. Ouais, vous êtes de l'autre côté quand même du miroir. Hein. Vous êtes de l'autre côté du miroir. Oui, c'est ça. Et je vois ce qui se passe chez la personne quand je lui dis tiens, je vous vois là à l'âge de 6-7 ans et en fait vous êtes face à votre père et là il se passe quelque chose, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là il y a quelque chose qui se met en relation avec votre père quand vous aviez 6-7 ans. Et je continue d'expliquer ce que je vois et ce que j'ai entendu. Et à ce moment-là, je regarde comment la personne elle réagit, si ça la fait réagir, si elle se protège, si elle s'empêche de ressentir par exemple, ou si les ressentis remontent à la surface. Ce qui est le but de la thérapie, hein, c'est d'arriver à débloquer les nœuds énergétiques et émotionnels qui sont enfouis dans l'inconscient. D'accord, donc il y a où la personne prend conscience de quelque chose dont elle se souvient, ou elle se souvient de quelque chose dont elle ne se souvenait pas, ou elle vous dit non, ça me dit rien. Et si elle vous dit non, ça me dit rien, qu'est-ce que vous faites? Alors effectivement, ça arrive très fréquemment que la personne me dise non, ça me dit rien, ou alors je ne ressens rien. Ça signifie qu'il y a à ce moment-là un blocage, il y a une résistance, il y a une protection. J'appelle ça une protection ou une résistance qui a été mise en place il y a sûrement fort longtemps dans la petite enfance pour ne pas ressentir. Le but, c'est de ne pas ressentir l'événement traumatique qui a provoqué la problématique qu'on est en train de regarder. Alors à ce moment-là, il y a tout un travail à faire sur la résistance, sur le blocage de la personne. Alors, de la même manière, la thérapie intuitive va permettre de rentrer en profondeur dans ce fonctionnement-là, de voir comment la personne, elle se débrouille pour mettre des blocages, des résistances. Et ça peut prendre tout un panel de formes et de façons très très variées. Ça peut aller du rire avec le sourire, vous voyez, je me souviens d'une jeune femme qui venait me voir, qui m'expliquait tous ses problèmes avec un sourire merveilleux. Là, j'ai fait de la thérapie provocative à la Franck Farelli et je lui ai dit « Oh, mais vous arrêtez pas de parler, là, s'il vous plaît, continuez, dites n'importe quoi, ça n'a aucune importance, mais surtout continuez de sourire, vous avez un tellement beau sourire !» Et là, subitement, elle a pris conscience que son sourire était complètement décalé par rapport à ce dont elle était en train de parler, c'est-à-dire de ses souffrances. Et là, elle a ressenti en elle qu'effectivement, elle mettait une protection. Et elle mettait un blocage pour ne pas ressentir la souffrance. Donc une fois que c'est levé, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu ce qui se passait, on peut dire que si vous arrivez à voir, vous et la personne qui vient vous voir, qui vient demander de l'aide, ce qui se passe, c'est que le corps est prêt à travailler dessus. Est-ce qu'il vous arrive pas de temps en temps de tomber sur des blocages où vous ne pouvez pas débloquer la situation parce que la personne n'est pas prête encore? Ça serait trop dur. Ah, ça, oui, c'est très fréquent. Effectivement, c'est vraiment très fréquent. Et c'est une contradiction qui peut être relevée, c'est-à-dire que la personne, elle vient pour débloquer quelque chose, elle vient pour arrêter de souffrir, pour régler des problématiques, et en fait, on connecte des parties d'elle qui ne veulent pas. Qui peuvent pas. On peut dire qu'ils ne peuvent pas, mais en fait, tout dépend de soi. On a toujours le libre arbitre. Le libre arbitre est tout le temps là. On peut toujours choisir de dire, d'accord, je sens que je bloque, je vois que j'ai peur, je vois que j'ai très très peur, mais je décide de faire face et d'accueillir cette peur et de l'accepter. Voilà, on a toujours ce choix-là. Donc, moi j'ai dit toujours, c'est pas que
que ça bloque et qu'on ne peut rien faire, je propose toujours à la personne de voir comment elle se débrouille pour bloquer les choses, pour se protéger. Je préfère dire se protéger que dire de bloquer. Se protéger en bloquant le ressenti, certes, mais de voir comment ça se passe. Et donc ça peut être effectivement, comme vous le relevez bien, ça peut être un travail qui peut prendre des séances, des semaines, peut-être des années même, des années. Je me souviens pour moi, par exemple, je me suis dit pendant des années, avec une petite voix d'enfant, j'entendais très bien cette petite voix d'enfant au fond de moi, qui disait tout le temps « Oh, mais mon papa, il était gentil mon papa. Oh, mais oui, il était très très gentil même. » Et cette voix insistait et présentait tout le temps cette image-là, alors qu'au fond, je savais bien qu'il y avait quelque chose d'autre qui s'était passé et qui était à traverser. Et donc ça a duré vraiment pendant très très longtemps, le fait d'accueillir cette voix d'enfant, de lui dire oui, je comprends tout à fait que tu protèges ton papa, mais moi, je vais aller voir ce qu'il y a derrière. Voilà, donc ça c'est la démarche qui est à faire quand on voit que les choses sont dans un blocage. Oui, parce que vous êtes devenu thérapeute, parce que vous-même, vous avez souffert à une période de votre vie, vous avez été malade. Donc c'est pas dans des livres que vous avez appris la thérapie. Je veux dire, vous l'avez appris sur votre terrain, à vous. Vous savez de quoi vous parlez. Oui, en fait les deux. J'ai appris, j'ai lu énormément de livres depuis l'âge de 15 ans d'ailleurs. Dès l'âge de 15 ans, ça m'a passionné. J'ai commencé par la graphologie, puis après la psychologie, après la psychanalyse que j'ai suivie en cours par correspondance quand j'avais 17 ans, 17-18 ans, puisque c'était pas accessible à cette époque-là. Et ça, donc, les livres m'ont beaucoup appris, m'ont beaucoup aidé. Mais ce qui m'a franchement le plus aidé, c'est le travail avec des thérapeutes, le travail sur moi, et le fait d'avoir fait ce travail sur moi. Et là, je rejoins tout à fait Alexandre Jodorowsky, qui explique que des bons thérapeutes, non pas que je me mette moi-même dans la catégorie de bons thérapeutes, mais c'était la façon de voir de Jodorowsky. Il disait que il y a en fait très très peu de thérapeutes qui ont fait le chemin pour eux-mêmes et qui ont abouti le chemin pour eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont dénoué leurs problématiques, qui ont trouvé la joie en eux, le bonheur en eux, cette détente en eux. Et la plupart des thérapeutes n'ont pas fait ce chemin et le font faire par leurs patients. Et je dois avouer que je me suis reconnu quand il a dit ça, Alexandre Jodorowsky. Je me suis dit, mais c'est vrai, quand je fais des séances de psychogénéalogie, je vois que les patients qui viennent me voir amènent des problématiques qui sont tout à fait en miroir à mes problématiques à moi, et pour certaines, je ne les avais pas réglées. Et là, je sentais qu'il y avait vraiment un malaise profond. Je me dis, mais comment je peux guider ces personnes-là jusqu'au bout si moi, je n'ai pas fait le travail? Je peux raconter une petite anecdote Oui, allez-y. De Gandhi, du sage Gandhi, qui un jour voit une mère qui vient avec son enfant le consulter, et elle dit, voilà, mon enfant est malade, il a des problèmes de digestion, et le médecin a dit qu'il mange trop de sucre, et c'est ça qui lui pose tous ces problèmes de maladie. Voilà, je voudrais savoir ce qu'il faut faire, monsieur Gandhi. Et Gandhi regarde l'enfant, et il lui dit, écoutez, s'il vous plaît, madame, il faudrait que vous reveniez dans 2 jours, et dans 2 jours, je vous dis ce qu'il faut faire. Donc 2 jours après, la maman revient avec son enfant. Elle dit, voilà, les 2 jours sont passés, alors dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon enfant n'ait plus ces maladies à cause du sucre. Et Gandhi regarde bien l'enfant droit dans les yeux et lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de manger du sucre. Et c'est tout. Et la mère lui dit, mais pourquoi vous nous avez demandé de venir 2 jours après pour dire juste cette simple chose-là? Et Gandhi regarde la mère et lui dit, il y a 2 jours encore, je mangeais aussi beaucoup de sucre. Ouais, mais c'est tout à fait normal. N'importe quel thérapeute, même le meilleur au monde, n'aura jamais réglé tous ses problèmes. Jamais on aura réglé tous nos problèmes. Il y en aura toujours. Oui.
Si on gratte... Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Sauf que on peut voir, comment dire, une différence entre quelqu'un qui a connecté la joie en soi, le bonheur, et qui connaît le chemin pour être en connexion dans son quotidien, et les personnes qui sont perdues dans une confusion qui fait qu'elles ne savent plus où est le chemin de leur liberté, de leur joie intérieure. Là, il y a une grande différence quand même. Quand on a guéri ces nœuds douloureux originaux, essentiels, il y a une liberté qui est là, il y a une connexion à l'être profond que l'on est qui est là. Et effectivement, il peut toujours avoir des choses qui remontent à la surface périodiquement. Moi, ça m'arrive régulièrement aussi, qu'il y a des choses qui reviennent à la surface. Mais maintenant, je connais le chemin. C'est-à-dire que je fais un arrêt à l'intérieur de moi. Un arrêt, ça ne veut pas dire que j'arrête de tout faire de mes activités. Je continue, mais en moi, je fais comme une espèce de stop. Vous voyez, le stop, c'est je ressens ce qui se passe et j'accueille ce qui se passe. Je ressens de la tristesse. Ok, j'accueille cette tristesse. Et ça peut durer quelques heures. Des fois, ça dure 2 jours, 3 jours, mais maintenant rarement plus. Et à un moment donné, il y a une sorte de clarté qui apparaît, il y a une résolution qui apparaît, il y a une proposition qui me vient en me disant, mais voilà, ce que tu dois faire, c'est tel acte ou telle chose, et ça se dénoue en moi à ce moment-là. Donc le chemin est là, intérieurement. Et les personnes que je reçois pour travailler sur elles, c'est qu'en fait, elles ont perdu ce chemin, elles ont perdu de vue cette direction qui va les reconnecter à leur être profond. Finalement, votre travail, c'est de ramener les gens vers la joie, c'est ça? Vers le bonheur? Oui, retrouver la joie et le bonheur, sauf que c'est pas moi qui les ramène, c'est elles qui le font. Moi, je fais que pointer du doigt et leur dire, tiens, regarde dans cette direction-là, est-ce que tu as regardé par là? Et regarder dans cette direction, ça signifie quoi? Ça signifie regarder un nœud originel qui est noué au fond de la personne, le laisser être là. Des fois, ça laisse exploser des larmes, des tensions assez pénibles, mais des fois, on peut éclater de rire. Ça m'est arrivé avec des patients qu'il y a eu des grands éclats de rire et que les tensions se relâchent comme ça. Et à partir de ce moment-là, c'est la personne qui va faire, qui va agir, qui va mettre en place le nouveau moi, la nouvelle personne qui va être dans la joie et dans le bonheur. Et là aussi, c'est un travail, c'est un entraînement à avoir. Comme vous le disiez au début de l'émission, quand on arrive à faire rire quelqu'un de soi-même, c'est-à-dire de son propre conflit ou de sa propre problématique, quand la personne arrive à en rire, on peut dire qu'on a gagné la partie. Enfin, je parle du thérapeute. Hein. Oui. Quand il y a une émotion qui arrive à se relâcher, et l'émotion, ça peut être du rire, effectivement, mais ça peut être au lire des larmes, des fois des explosions de larmes, hein, je dirais. Mais c'est rarement dans quelque chose d'insipide entre les deux qu'il va se passer une guérison. C'est souvent dans une grande intensité que quelque chose se passe. Oui, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si on arrive à faire rire, on a pratiquement fini la séance. Si on arrive à faire pleurer, après, il faut passer les mouchoirs et après, il faut consoler. Donc, c'est plus long. Il faut que la personne se remette quand elle pleure. Tandis que quand elle rit, oui. c'est comme si toute la négativité était partie. C'est parti dans cet éclat de rire. Tandis que les pleurs, bien sûr, ça soulage, ça fait du bien. Mais oui. ça termine pas la séance. Effectivement, dans le rire, il y a quelque chose de très rapide, d'instantané, qui fait que les énergies qui étaient bloquées se remettent en place d'elles-mêmes et se recentrent. Dans les pleurs, il y a un relâchement qui se fait et une tension qui se libère. Et après, il y a souvent effectivement la nécessité de faire un travail pour savoir comment l'énergie qui est disponible, comment on va l'employer d'une nouvelle façon, c'est-à-dire pour être la nouvelle personne que l'on souhaite être.
là il y a effectivement un travail à faire. Ouais. C'est la différence avec le rire. Ouais, parce que les pleurs, bon, on a tous pleuré quand on est mal, après on est comme vidé, donc comme il y a un vide et que la nature a horreur du vide, il faut vite combler ce vide. Tandis qu'avec le rire, on a l'impression qu'on se remplit. C'est pas, j'essaie de comprendre, mais c'est vrai qu'avec le rire, en même temps, il y a quelque chose qui sort, mais on est plein. Tandis que quand on pleure, on est vide après. Donc, c'est pour ça que je vous raconte ça. C'est vrai, c'est tout à fait juste. C'est la différence de fonctionnement qu'il peut y avoir entre les deux. Sauf que pour aller plus loin, je dirais qu'il n'y a pas de question de choix à faire sur le fait qu'on va choisir de pleurer ou choisir de rire. Oui. Moi, je ne choisis absolument jamais rien dans ce qui se passe avec le patient, parce que le programme, c'est la personne qui est en face de moi. Et la personne qui est en face de moi, il y a certains moments donnés, elle va éclater de rire, et il y a d'autres fois, d'autres moments, où elle va pleurer. Et ça, c'est pas moi qui choisis. C'est vraiment dans son énergie à elle que ça se passe. Je suis d'accord avec vous, mais après, c'est quand même vous qui clôturez la séance. Donc, c'est pour voilà, c'est pour les thérapeutes que je parle. Mais donc, il y a cette école de formation de thérapie intuitive. Donc, maintenant, vous êtes thérapeute intuitif. On peut vous retrouver sur votre site guimauchanthérapeute.com. Donc, ça fait combien d'années que vous pratiquez cette thérapie intuitive ? Non, j'appelle ça la thérapie du cœur et de l'intuition. Parce que je me suis rendu compte que l'intuition, en fait, c'était quelque chose de fondamental pour aller rapidement et de façon efficace dans le cœur d'une difficulté, c'est-à-dire dans l'inconscient de la personne. Mais si ça, c'est pas accompagné avec l'empathie, avec le cœur, avec l'ouverture, vous voyez, de l'être profond qui est dans le cœur, en fait, là, il se passe pas grand-chose. Il faut vraiment qu'il y ait cet amour qui fait qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a aucun jugement de la personne et qu'elle est vraiment accueillie telle qu'elle est, là où elle en est. Et ça me paraît être la condition de base qui fait que les techniques, en fait, que j'ai appris en tant que thérapeute, elles sont vraiment, mais vraiment secondaires. À un point que je les utilise pratiquement plus maintenant. C'est parce que je me suis rendu compte que les techniques, d'une certaine manière, enferment le patient dans un fonctionnement qui est un peu sur des rails et qui, d'une certaine manière, rassure le thérapeute aussi et rassure le patient. Mais quand on est rassuré, ça empêche de contacter ce qui est initialement au fond de soi, c'est-à-dire la plupart du temps, ce sont des peurs. Et lorsque l'on fonctionne avec le cœur, avec vraiment l'empathie, à ce moment-là, on peut laisser la peur être totalement là, totalement présente, sortir. Et le patient peut ressentir qu'il n'y a pas de danger de laisser remonter les peurs à la surface. Et ça, c'est pas une technique. C'est vraiment une façon d'être avec la personne. Oui, je pense que tous les thérapeutes devraient être comme ça, complètement en empathie avec leurs patients. Ça semble logique. Et puis de mettre des protocoles, finalement, si on regarde son cahier à côté, et si on applique tous les protocoles, comme vous le dites, on n'est plus à l'écoute. Donc je vous comprends totalement. Donc vous faites des réunions par Zoom, vous faites des réunions chez vous. Vous êtes des fois en région parisienne ? Je me déplace beaucoup parce que mon fonctionnement n'est pas du tout celui d'un thérapeute conventionnel. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'horaire. Les séances peuvent durer, elles peuvent être courtes comme elles peuvent durer 1h30, 2 heures, des fois plus, des fois 3. Hier soir, j'en ai fait une qui était presque 3 heures. Et je vais chez les gens viennent chez moi. Je n'ai pas de cabinet parce que le cabinet, c'est comme quand on va chez le dentiste, on se met sur la chaise, on est là parce qu'on est malade, on a mal et déjà ça conditionne le fait qu'on soit quelqu'un de malade avec des douleurs. Donc le fait d'être chez quelqu'un, chez la personne ou chez moi ou ailleurs même, ça enlève ce conditionnement d'être une personne souffrante. Et dans cet aspect non conventionnel aussi, j'ai un fonctionnement que je propose maintenant de plus en plus souvent que j'appelle les immersions. C'est-à-dire que je propose aux personnes de venir pendant une journée entière
des fois 2 jours, c'est arrivé jusqu'à 3, 4 jours, où on vit ensemble dans une maison de campagne, ou chez la personne, ou chez moi, peu importe, à 2, peut-être certaines fois ça m'est arrivé à 3, à 4 personnes qui travaillent avec moi, et là on voit ce qui se passe, comment les relations se nouent et se dénouent, en mettant le doigt dessus et en s'arrêtant, en faisant un stop comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour ressentir ce qui se passe. Et là, ça permet d'aller mais vraiment beaucoup plus vite, vous voyez, dans le dénouement de la compréhension des fonctionnements que l'on a installés en soi et qui nous posent des problèmes. Donc voilà, ça ce sont les sessions d'immersion. Donc là, ça m'arrive d'aller dans le sud pour faire ça, d'aller vers Genève, en Bourgogne, à Paris, là maintenant. Donc là, je vais aller sur Paris, dans la région parisienne. Et c'est un fonctionnement que je vais proposer de plus en plus souvent maintenant. Oui, donc l'immersion, si j'ai bien compris, ça s'adresse à des gens, si j'entends, hein, des gens qui vivent plus ou moins seuls aussi, non? C'est pas forcément des gens qui sont seuls, qui viennent s'immerger comme ça en une vie communautaire pendant 2-3 jours pour voir comment ils réagissent. Ah, oui. Non, ce ne sont pas forcément des personnes seules. J'ai eu un couple qui est venu en couple. Et puis on a fait un travail en couple, mais aussi avec une tierce personne, parce que c'était bien d'avoir un autre regard. Donc voilà, ça peut être un couple aussi qui peut venir pour faire un travail sur eux, en sachant qu'il faut être courageux pour venir en couple, parce que c'est pas vraiment facile de voir comment on fonctionne avec son compagnon. Et des fois, ça demande du courage. Et donc, si on vient seul, c'est pour voir comment on fonctionne, nous, par rapport aux autres, par rapport à notre relation à l'autre. Exactement. Ça permet de rentrer beaucoup plus rapidement dans ce fonctionnement-là, parce que dans le fonctionnement juste le patient et le thérapeute, il se passe juste un seul type de fonctionnement qui est souvent les projections et les transferts qui sont très bien expliqués en psychanalyse, les transferts et contre-transferts, mais on ne voit pas les interactions avec les autres personnes. Et on peut être très très surpris des fois de voir la même personne fonctionner avec d'autres. Tout d'un coup, il y a plein d'autres aspects qui se présentent. Et là, c'est vraiment intéressant de marquer des temps d'arrêt et puis de dire « Ah, tiens là, tu as vu comment tu as fait, comment tu as parlé, etc. » Mais c'est léger, c'est pas des remises en cause permanentes toute la journée. Des fois, ça peut se faire sous forme de jeu, d'exercice, pendant des promenades, en faisant la vaisselle ou en faisant les courses ensemble. Voilà, c'est fait d'une manière très légère. Moi, je trouve ça très intéressant, comme ça, que les gens se rencontrent à une période où on n'a pas le droit de se voir. Donc, je trouve ça très bien. Oui. Sondage, le français moyen serait dans la moyenne. Le ministre de la Santé tombe dans le trou de la Sécu. Nouveau record à la bourse, tout le personnel est licencié. Football, dernière cotation avec 182 morts. Le baril de pétrole a passé la frontière suisse à 20 heures. Le litre d'essence augmente de 3 décilitres. C'est la masse politique. C'est la valse camembert, celle qui met tout à l'envers et sa valse de travers. C'est la vie de Denise et Robert, toute vie étrange et amère. Authentique, camembert, fanatique, c'est la valse névrotique. Troisième et dernière partie de cette Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande et Bonne FM. Nous sommes toujours avec Guy Mouchant et nous parlons de beaucoup de choses, de thérapie,
intuitive, de rencontres en immersion. On a parlé du rire aussi, on a parlé du rire, et donc là, on va terminer l'émission. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer cette émission? J'ai vu, donc vous avez une chaîne internet sur YouTube qui s'appelle Guy, comme ça se prononce, Mauchamp, M-A-U-C-H-A-M-P. Et là, sur la dernière vidéo que vous avez faite, vous vous définissez un peu en disant ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Donc vous n'êtes pas un thérapeute conventionnel. Vous n'avez pas besoin des honoraires pour vivre. Vous n'avez pas besoin de la thérapie pour vivre non plus. Vous avez votre guitare, vous avez votre peinture, votre dessin, vos écritures. C'est-à-dire que c'est pas le fait de soigner les gens qui vous fait vivre. Qu'est-ce que vous pouvez dire encore? Oui, il y a un aspect que j'ai pas encore développé dans les vidéos, mais ça va pas tarder. C'est l'aspect spirituel. C'est-à-dire que les gens viennent me voir parce que il y a une souffrance, il y a une problématique dans leur vie, il y a de la confusion, il y a toutes sortes de choses comme ça. Mais à un moment donné, quand la personne commence à comprendre ce qui se passe en elle et elle commence à s'ouvrir, à ce moment-là, je vais ouvrir le fonctionnement, je vais l'élargir pour que la personne commence à voir que ce dont on parlait, c'est juste une histoire qui se déroulait en elle, et cette histoire n'est pas elle-même, ça ne représente pas tout ce qu'elle est. Ce qu'elle est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large, et à l'intérieur de ce qu'elle est, qui est vaste et large, et qui est en paix, qui est joyeux, à l'intérieur de ça, il y avait une histoire qui se déroulait avec des nœuds dedans, avec des blocages. Et ça, de revenir à cette compréhension spirituelle de ce que l'on est fondamentalement, c'est-à-dire des êtres qui sont dans l'unité, dans la joie, dans la paix, ça me paraît être vraiment un point essentiel. Vous voyez, de ne pas en rester à juste de la thérapie, je dirais psychologique, ou qu'on pourrait appeler du développement personnel, où on a pris une difficulté, puis on l'a juste améliorée. En fait, c'est un petit peu comme si on avait repeint les murs de sa maison, quoi, avec des couleurs plus gaies. Comme si on avait mis un pansement, ouais, comme si on avait mis un pansement par-dessus. C'est ça aussi, non? Oui. J'espère que ce sera plus qu'un pansement. Oui, non, mais c'est... C'est-à-dire comme si on avait vu la plaie, qu'on met un pansement en attendant que ça cicatrise, mais il y a beaucoup de thérapies où voilà, on a l'impression qu'il y a encore quelque chose sous le pansement. Oui, c'est ça. Et quand on voit que la plaie est cicatrisée, ma proposition, c'est de prendre du recul pour dire, mais regarde cette plaie là sur ton bras, si tu prends du recul, tu vois que tu as un deuxième bras qui est pas malade, puis tu as tout ce corps, etc. Mais regarde encore plus loin, tu n'es pas ce corps, tu n'es pas cette identité avec ce nom et ce métier, etc. Il y a quelque chose de beaucoup plus vaste en toi qui accueille tous ces éléments-là. Quelque chose qui est tout le temps serein, qui est tout le temps l'observateur paisible de toutes ces histoires qui ont été douloureuses. Voilà. Alors, revenir petit à petit, parce que ça, c'est pas possible de le faire dès le départ quand la personne vient voir avec ses difficultés. Parce qu'il y a une espèce de forme d'hypnose qui fait que la personne, elle ne voit que la difficulté. Vous voyez, elle est complètement immergée dedans, elle est complètement noyée dedans. Mais quand ça commence à se dénouer, c'est vraiment fondamental pour moi d'ouvrir et de commencer à aborder l'aspect spirituel de qui l'on est vraiment, vraiment, comme disait Douglas Harding. Alors, qui l'on est vraiment, vraiment, comme disait Douglas Harding? Ah ben, quand vous posez cette question-là, ça me fait penser à une phrase de Pascal, le philosophe, qui disait que c'était vraiment d'une grande tristesse et d'une douleur profonde que de ne pas pouvoir dire avec des mots qui on est vraiment. Parce que les mots sont ineptes, les mots ne peuvent jamais cerner, parce que les mots sont finis. Vous voyez, ils proposent tout le temps quelque chose de fini et qui va amener des comparaisons, qui va amener certains enfermements. Et ce que l'on est ne se compare à rien, est infini. Ce que l'on est joie avant tout, est paix, est harmonie, amour,
Et je pourrais continuer comme ça, je pourrais dire et créativité aussi. Et les mots vont être à chaque fois maladroits. Si je peux donner une image pour terminer, si je vous donnais un crayon de papier noir pour faire un dessin et que je vous demande de dessiner quelque chose qui va symboliser votre être, on va dire un arc-en-ciel, et vous n'avez que le crayon noir pour dessiner l'arc-en-ciel, c'est-à-dire les mots, si on fait une image symbolique, comment vous allez dessiner les couleurs de l'arc-en-ciel avec un crayon noir pour exprimer votre être profond? Eh ben, on n'y arrive pas. Si on écrit bleu, vert, jaune, rouge, orange. Ah, On triche. exemple, On triche. on peut, mais ce sont des mots, ce sont des concepts. Donc c'est indirect, c'est pas un vécu direct. On va essayer de réfléchir à tout ça. Donc on vous retrouve sur votre site Guy Mauchamp. On vous retrouve sur YouTube Guy Mauchamp. Pareil, sur la chaîne YouTube. Et il y a d'autres moyens de vous trouver aussi. On peut me téléphoner, ça me pose aucun problème. Je peux laisser mon numéro de téléphone, c'est le 06 12 11 77 98. Voilà. Et mon site de thérapeute, en fait, c'est guymauchamp-thérapeute.com, mais en fait, il est très facile à trouver. Ok, votre adresse mail? Guy Mauchamp en attaché, donc GUYMAUCHAMP, @mac.com. Mac, c'est MAC.com. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de vos questions pertinentes. Pertinente, je sais pas. Je pose des questions de thérapeute. Parce que je me dis que les questions que je me pose, les thérapeutes se les posent et tout le monde est thérapeute maintenant. Donc tout le monde est en avenir de le devenir. Camembert synthétique, Saint-Nectaire, priez pour nous. Camembert élastique. Côté immersion, je pense que c'est très compliqué de vivre avec les autres quand on vit seul. La plupart des gens maintenant en vieillissant, il y en a plein qui se retrouvent seuls, énormément. Et ce côté immersif, je trouve que c'est génial, votre idée. Et c'est ce qu'il faudrait réussir à faire dans la société de demain, c'est que les gens puissent réapprendre à vivre ensemble. Donc, je trouve que c'est vraiment génial, votre idée. Moi, je voulais créer une communauté ici, mais avec le caractère que j'ai, je pense que ça se passera mal. Non, mais il faut voir les choses comme on est. On est tous, finalement, on nous a tous appris à vivre plus ou moins en égoïste. Tant qu'on a nos gosses, on supporte, mais après, quand on a beaucoup plus de mal. Donc, je pense que la société de demain, c'est ça. C'est des endroits où les gens se retrouvent et comme quand on fait des formations sur 3-4 jours, il y a toujours des moments où ça pète. Je sais pas si vous avez remarqué c'est dur, mais c'est des gens qui sont en plein développement personnel, en plein ouverture de cœur, et ça pète. Ça pète à des endroits qu'on n'arrive pas. Ça vous fait rigoler, mais moi aussi ça me fait rigoler parce que je me dis, j'ai fait des formations où on partait une semaine et forcément il y avait des moments où on sentait qu'il y avait vraiment une tension, que les gens ils étaient prêts pas à se taper dessus, mais on n'arrive pas à vivre ensemble. Comment voulez-vous que ça aille bien sur la planète? Tout à fait. Alors en plus maintenant avec ce Covid là où les gens se mettent des masques et tout. Ouais, ça c'est pas très gai, ouais. Ce qu'il y a derrière tout ça, oui. Non, mais c'est pour ça que faut rigoler. Moi je pense que le rire peut nous en sortir. Si on doit s'en sortir de ce truc-là, c'est de rigoler. Il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de gémir, il faut arrêter de pleurer, il faut arrêter de... Voilà, il faut en rigoler, il faut le prendre un degré au-dessus et il faut que la peur change de camp. Et la peur ne peut changer de camp que si nous, on en rigole. Ouais. Oui, c'est une possibilité, c'est vrai. Bon, en tous les cas, le rire, ça fait du bien. C'est la valse antiseptique, camembert acoustique. C'est la Denise et Robert regardent tous les soirs TF3 dans le noir. pathétique. C'est la vie de Monique et Gilbert, toute une vie bizarre et
mère